Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un bilan PopCul, c'est-à-dire le bilan de toutes les choses culturelles que j'ai aimées récemment, aussi bien les livres, le cinéma, la série, les musiques, les podcasts et j'en passe. J'ai les cheveux hyper mousseux, c'est moche. Est-ce que je... ouais, non, je sais pas, bon on s'en fout. Il y a pas mal de trucs dont je veux vous parler, ça fait super longtemps que je veux partager un bilan PopCul et du coup tout s'accumule, donc tant pis, il y en aura pour d'autres vidéos. J'ai vraiment eu du mal à le tourner parce que ceux qui me suivent savent que je n'aime pas lire, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et je n'aime pas faire de sport, mais je me suis remise à la course à pied et du coup j'écoute les livres en livre audio pendant que je cours. Donc je les achète sur Audible et après je les rachète en physique pour pouvoir les annoter et pour pouvoir vous en parler. Et donc ce mois-ci, puisque j'arrive après la guerre évidemment, puisque je n'aime pas lire, donc du coup il y a plein de trucs que j'avais pas lus, je voulais vous parler bien évidemment de Sorcière de Mona Chollet dont tout le monde parle depuis des années, mais bon c'est pas grave, de toute façon il reste forcément des gens qui ne l'ont pas lu, et je pense que ceux qui l'ont lu seront plutôt heureux qu'il y ait des piqûres de rappel de temps en temps parce que c'est vrai que c'est un livre très intéressant, très pertinent, avec beaucoup de réflexions. Alors moi, contrairement au cinéma, j'adore les histoires, etc. En livre, j'aime beaucoup les essais et les réflexions philosophiques et aussi des biographies ou des autobiographies, enfin voilà, je sais pas, j'aime bien avoir du concret quand j'écoute un bouquin et j'aime bien avoir du rêve quand je vais au cinéma ou que je regarde des séries, enfin du rêve ou en tout cas de la... je trouve pas le mot, le contraire de la réalité, de la fiction, voilà. J'aime bien avoir de la fiction quand je regarde des films ou des séries, mais j'aime bien avoir des réflexions et du concret, enfin bon, même si c'est pas incompatible, mais bon on s'en fout. Cette vidéo va être très longue, vraiment, prenez un petit café, un machin. Je vais être très nulle pour vous parler du livre, même si j'ai annoté pas mal de passages pour soulever les points qui m'ont vraiment plu et les aspects du livre qui m'ont vraiment interpellée. Ces moments où j'étais en train de courir et j'ai souri pendant que je courais parce qu'il y avait beaucoup de phrases où je me disais mais oui putain c'est vrai, c'est drôle et tout, elle met le doigt sur des sujets intéressants et importants. Je vais pas dire que je suis vraiment, tu vois, genre à 1000% d'accord avec tout ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il y a pas mal de gens qui brandissent ce livre un petit peu comme la Bible féministe, parce qu'effectivement ça balait pas mal de thématiques liées au féminisme, à la féminité et à la place de la femme dans la société, mais je dois reconnaître que sur certains points j'étais pas forcément ultra d'accord, même si c'était des pistes de réflexion super intéressantes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est cet aspect très contemporain et très pop culture, c'est vraiment ancré dans le présent, même si justement elle revient à l'époque des sorcières pour faire des parallèles avec notre société. Enfin, c'est dans un seul des chapitres, hein, c'est pas l'essentiel du livre, mais j'ai énormément aimé les références à la pop culture justement qu'il y avait dans le bouquin. Elle parle notamment de Handmaid's Tale, de Charmed, de Buffy, enfin de Willow, la sorcière dans Buffy, enfin il y avait vraiment des trucs où j'étais là, ah, trop bien et tout, c'est vraiment pop, c'est ancré dans le réel. Rien que sur le résumé de la couverture, ça parle d'Etsy, ça parle d'Instagram, ça parle un petit peu de cette tendance et de cette mouvance très witchy qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux et dans certaines sphères en tout cas des internets. Je vous lis rapidement le début. Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur hôtel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînées des années 70, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui était au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie? Quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé, réprimé? Ce livre en explore 3 et examine ce qu'il en reste aujourd'hui dans nos préjugés et nos représentations. La femme indépendante, puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement visées. La femme sans enfant, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité. Et la femme âgée, devenue et restée depuis un objet d'horreur. Donc c'est vraiment ces 3 types de femmes un petit peu montrées du doigt par la société, qui sont mises en lumière par Mona Chollet. C'est ultra intéressant, c'est très documenté, très sourcé. C'est vrai que ça me parle tout à fait, ça parle complètement à ma génération, où il parle vraiment de... Elle a ses hashtags sur Instagram et ses rayons virtuels sur Etsy, ses influenceuses et ses auto-entrepreneuses qui vendent en ligne des sorts, bougies, grimoires, super aliments, huiles essentielles et cristaux. Alors même si moi je suis pas spécialement dans ce délire, je côtoie pas mal de personnes dans ce délire là, donc ça me parle tout à fait. J'ai beaucoup aimé le passage sur le réflexe de servir, même quand elle dispose des moyens d'embrasser une profession prestigieuse ou un métier créatif, un obstacle psychologique ou le manque d'encouragement de l'entourage peut les retenir de se lancer. Elles préféreront alors vivre leur vocation par procuration en jouant les conseillères, les petites mains ou les faire valoir pour un homme admiré, ami, employeur et compagnon. Alors ça oui, c'est vrai que justement pour ces aspects-là, alors c'est forcément vrai dans plein de milieux, dans certains cas et tout, mais c'est vrai que quand elle fait énormément de passages sur le fait que les femmes sont forcément derrière les hommes ou des petites mains, ne peuvent pas être des entrepreneuses par elles-mêmes et tout. Bon, moi j'ai énormément d'exemples autour de moi qui me prouvent le contraire, mais parce que je suis dans un milieu très spécifique et j'en ai conscience.
confiance. Et voilà, pour certains aspects, notamment cette partie-là, je vous disais que je trouvais pas d'exemple tout à l'heure, mais moi j'avais un petit peu plus de mal. Le côté épouse d'auteur, etc., il y a tout un passage là-dessus. Après c'est tout à fait... Enfin, j'ai pas forcément d'argument pour défendre ce passage-là, donc c'est sûrement tout à fait défendable, mais il y a certains passages du livre où j'étais là genre... quand même et tout, voilà, je ne sais pas mais c'était mon avis très brut sur la question. Si votre rébellion intervient dans le cadre professionnel, on vous accusera d'être prétentieuse, individualiste, carriériste, d'avoir la grosse tête. Il se trouvera tout de suite des hommes pour vous vanter la beauté du dévouement à une cause qui dépasse votre petite personne, les gratifications infiniment supérieures qu'ils vous apporteraient. Eux-mêmes le pratiquent assez peu, c'est vrai, mais enfin, ils en ont entendu parler. Par un incroyable hasard, le service de cette cause tendra en général à se confondre avec le service de leur carrière. Et le chantage fonctionne, tant il est difficile de disputer aux hommes cette aura impalpable, mais décisive de légitimité et de prestige qui les entoure quand ils se mettent à écrire, à créer ou à filmer, ou quand ils se lancent dans n'importe quelle entreprise ambitieuse. Si vous vous rebellez dans le cadre familial en refusant d'organiser toute votre vie autour de votre progéniture, vous serez une mégère, une mauvaise mère. Là aussi, on vous invitera à dépasser le souci de votre petite personne. On vous vantera les effets souverains de la maternité sur la déplorable tendance au nombrilisme qui caractérise apparemment les femmes. Citation, « C'est seulement en ayant un bébé qu'une femme peut arrêter de ne penser qu'à elle-même », déclare une jeune américaine. Immanquablement, on vous rappellera que personne ne vous a obligé à faire des enfants, tant le droit à la contraception et à l'avortement ont eu pour effet pervers de renforcer les normes de la bonne maternité, et beaucoup moins celles de la bonne paternité, curieusement, bien que les hommes soient censés participer à la décision de procréer. Voilà, tous ces passages-là qui sont assez intéressants sur le fait d'être parent, et spécifiquement mère évidemment. Quel passage, lui je l'ai mis en rose, c'est un truc qui m'a dû me marquer. Voilà, évidemment tout le passage sur le fait de ne pas vouloir d'enfants m'a pas mal parlé, les réflexions étaient super intéressantes. Ah oui, il y a notamment toute la réflexion qui est vraiment une question, un sujet auquel je pense régulièrement. Je sais pas si vous le savez mais je ne souhaite pas avoir d'enfants, ou du moins voilà, ouais. Pour le moment moi je suis pas du style à dire jamais jamais, mais techniquement ça ne m'attire pas et je me sens pas du tout prête et j'en ai pas envie, donc voilà c'est comme ça dans ma tête actuellement. Et forcément qu'il y a un moment où tu te poses la question de quand tu seras vieille, que tu vas être vraiment seule en fait et jamais de la vie ce serait une raison pour faire un enfant, hein, clairement pas, c'est impossible, mais forcément tu y penses et cette vision, même si pour le moment elle est relativement lointaine, elle est assez effrayante et il y a notamment tout un passage à ce sujet qui est super important, que j'ai beaucoup aimé. Ne pas avoir d'enfant, c'est savoir qu'à votre mort, vous ne laisserez pas derrière vous quelqu'un que vous aurez mis au monde. Ça, je m'en fous un petit peu perso, mais vous aurez en partie façonné et à qui vous aurez légué une atmosphère familiale. Le bagage énorme, parfois écrasant, d'histoires, de destins, de douleurs et de trésors accumulés par les générations précédentes et dont vous aviez vous-même hérité. Vous pouvez espérer être pleuré par votre compagnon ou votre compagne, par vos frères et sœurs, par vos amis, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est peut-être là la seule chose difficile à accepter dans cette situation. Une citation, « Mon unique regret est de savoir que personne ne pensera à moi comme je pense à ma mère. » Moi c'est vraiment pas sur cet aspect là, hein. C'est la peur de vraiment... c'est pas une question de léguer des choses, mais ouais c'est la peur de... Ouais, c'est vrai de crever complètement seul, c'est quand même assez effrayant, ou même pas crever mais avoir des problèmes de santé et être entièrement livré à soi-même, c'est assez effrayant quand même comme vision. Et j'ai beaucoup aimé le passage sur la notion de transmission, que je trouve vraiment très pertinente. Pour autant, cela ne signifie pas ne rien transmettre. Le même manque d'imagination nous empêche de voir que la transmission, outre que les enfants ne s'en chargent pas toujours, ou pas forcément d'une façon qui vous satisfait, emprunte de nombreux chemins. Chaque existence humaine bouscule une infinité de quilles et laisse une empreinte profonde qu'il n'est pas toujours en notre pouvoir de cartographier. Deux Américains volontairement sans enfants racontaient que, s'ils s'apprêtaient à démissionner de leur travail et à partir parcourir le monde à bicyclette pendant 1 an, c'était grâce à une conversation avec des cyclistes croisés sur une plage qui ne se douteraient jamais des répercussions de cette rencontre. Nous ne savons jamais comment nous affectons les autres. Les enfants ne sont que la manifestation la plus évidente du passage sur Terre de la plupart d'entre nous, la seule que nous soyons entraînés à espérer. De surcroît, même eux ont toujours beaucoup plus que 2 géniteurs. N'êtes-vous pas un peu responsable, par exemple, de l'existence de l'enfant qu'a eu plus tard avec quelqu'un d'autre le compagnon ou la compagne que vous avez quitté, ou de celui conçu par 2 amis que vous avez présentés l'un à l'autre ? Et ça c'est vraiment un truc auquel j'ai pensé déjà. Malgré la généralisation de la contraception, il est apparemment toujours impensable que l'on puisse aimer et désirer une personne sans vouloir un enfant avec elle. Les femmes qui annoncent ne pas vouloir devenir mères s'entendent ainsi répéter que c'est parce qu'elles n'ont pas encore rencontré le bon. Voilà, je vais essayer de pas vous lire tout le bouquin parce que ça va vous prouver que je suis absolument nulle pour résumer, mais dites-moi si ça vous va que je vous lise certains passages qui m'ont marqué et touché dans le livre, parce que je me dis que c'est une manière de vous transmettre ce que j'ai aimé dans le bouquin, mais c'est peut-être pas la bonne manière. Écoutez, je suis aux prémices de ce format. Ça c'est un truc qui m'a vachement marqué aussi,
c'est toujours sur le non-désir d'enfant, c'est dans le passage Le dernier baston de la nature. Cette vision est très répandue si l'on en croit la résistance remarquable suscitée par cette vérité pourtant élémentaire. Apprendre que l'on est enceinte, c'est merveilleux lorsqu'on veut un enfant, et c'est un coup dur lorsqu'on n'en veut pas. Or, les articles en ligne décrivant les premiers signes d'une grossesse partent du principe que toutes les lectrices arrivant sur cette page désirent être enceintes. Alors que, selon toute vraisemblance, un nombre non négligeable d'entre elles la consultent, l'angoisse au ventre. Vous avez arrêté votre moyen de contraception et vous attendez, mais l'attente vous semble si longue à chaque cycle. Présume par exemple auféminin.com, comment détecter un début de grossesse. Les sujets liés s'intitulent Booster sa fertilité, 80 aliments à privilégier ou les meilleures positions pour tomber enceinte. Et ouais, j'ai trouvé cette réflexion assez intéressante sur le fait que si tu cherchais des infos sur ça, souvent les sites étaient, moi ça m'est déjà arrivé en fait quand t'es en panique de ça, et tu tombes sur des sites où les gens aimeraient être enceintes et en fait c'est pas forcément ça. J'ai passé une après-midi à annoter les livres, donc c'est pour ça que je vous lis tout. Ah, voilà, sur le fait qu'on est forcément obligé d'aimer sa maternité, je pense que c'est un passage important pour les femmes qui regrettent d'avoir enfanté. C'est dans le passage Le dernier secret et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on parle souvent du fait que les femmes sans enfants vont regretter de ne pas en avoir fait, mais en fait il y a beaucoup plus de femmes ou sûrement d'hommes qui regrettent également d'en avoir eu et qui ont peur d'être passées un petit peu à côté de leur vie. La société ne tolère qu'une seule réponse des mères à la question de la maternité, j'adore ça, résume Orna Donas. Or, le regret existe, et comme tous les secrets, quand il n'est pas dit, il suppure, ou il éclate dans les moments de crise ou de conflit. Il paraît illusoire de croire que les enfants puissent ne pas le sentir, le deviner. Nombre des écrivains américains, hommes et femmes, homo et hétérosexuels, qui ont témoigné de leur refus de procréer dans l'ouvrage collectif égoïste, superficiel et nombriliste, racontent n'avoir jamais pu croire aux représentations idéalisées de la famille, parce qu'ils étaient témoins de la frustration et de l'amertume de leurs propres parents, et en particulier de leur mère. À travers l'exemple de ma mère, j'ai appris qu'il n'y a pas de garantie dans la maternité. Michelle Uneven raconte comment la sienne, qui a clairement désiré des enfants, s'est retrouvée désemparée par leur présence. Ça, c'est donc la dernière partie sur la vieillesse. Le passage s'appelle Toujours déjà vieille. Le message que reçoivent les jeunes femmes, c'est qu'il est merveilleux d'être jeune et affreux d'être vieille. Mais comment pouvez-vous prendre un bon départ dans la vie si on vous dit en même temps à quel point la fin est terrible? Je trouvais cette phrase assez intéressante. Pour une bonne part, la hantise de la péremption chez les femmes concerne leur capacité à enfanter, bien sûr, et à première vue dans ce domaine, elle paraît justifiée par des données biologiques. En outre, les cas des hommes célèbres devenus pères à un âge avancé, comme Mick Jagger, qui a accueilli son 8e enfant en 2016 alors qu'il avait 73 ans et qu'il était déjà arrière-grand-père, donnent l'illusion que pour les hommes, l'âge ne compte pas. Or, leur fertilité à eux décline aussi avec le temps. Elle est à son maximum à 30-34 ans, puis elle diminue peu à peu, et à 55-59 ans, elle est 2 fois plus faible. Bien sûr, une femme doit aussi être assez en forme pour supporter la grossesse et l'accouchement, mais après la naissance, il vaut mieux que les parents soient tous les deux aptes à prendre soin de l'enfant. Ne se préoccuper que de l'âge de la mère revient à renforcer un modèle où la part éprouvante des soins et de l'éducation repose uniquement sur elle. Et dernier passage... Ah, c'est sur le fait qu'on dit souvent que les hommes vieillissent mieux que les femmes. Les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes, ils ont seulement l'autorisation de vieillir. La regrettée Carrie Fisher avait retweeté cette réflexion quand en 2015, des spectateurs du nouvel épisode de la saga Star Wars s'étaient scandalisés de constater que Leia n'était plus la brunette en bikini intergalactique d'il y a 40 ans. Certains réclamaient même d'être remboursés. On se moque parfois des hommes qui se teignent les cheveux. Après l'élection de François Hollande, son prédécesseur Nicolas Sarkozy claironnait à son entourage: t'en connais toi, des hommes qui se teignent les cheveux? 5 ans plus tard, l'ancien communicant du président socialiste jurait encore que c'était faux, histoire de lui épargner cette honte. Mais personne ne juge ridicule que la majorité des femmes teignent les leurs. Au cours des derniers 6 mois de 2017, en France, 2% des hommes de plus de 45 ans disaient l'avoir fait contre 63% des femmes. Donc voilà, c'est vraiment une succession, on va dire, de petits de faits divers, un peu d'histoire. Il y a aussi, enfin, sur toute la partie sur les sorcières est vraiment historique et très intéressante, notamment sur l'aspect, le fait que les sorcières, en fait, c'est celles qui, justement, faisaient des remèdes à base de plantes, ce qui se fait depuis des millénaires. Le fait même que des femmes puissent détenir une forme de savoir et être autonomes, c'est ça qu'on montrait du doigt et c'est ça qu'on pointe, c'est ça qu'on n'aimait pas et que les hommes n'aimaient pas, évidemment. C'est la possibilité de ces femmes de faire preuve d'autonomie et d'avoir un savoir supérieur aux hommes. Et voilà, bon, tout ce délire-là est super intéressant, très pertinent. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre que je vous conseille. Je pense qu'effectivement, c'est une des très bonnes portes d'entrée pour pousser et ouvrir sa réflexion sur plein de sujets et sur la position de la femme dans la société à travers les siècles. Voilà, putain, j'ai parlé 23 minutes. Je prie pour que le montage fasse quelque chose de plus court. Je suis désolée. Deuxième sujet pop culture, un podcast. Je voulais vous conseiller le podcast Rends l'argent. Alors comme ça, c'est vraiment sur le papier, je me suis dit mais qu'est-ce que ce podcast, enfin, d'où ce sujet peut être intéressant, et je l'ai trouvé extrêmement pertinent, c'était absolument génial. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans le podcast. Moi j'en ai écouté 3 ou 4, donc c'est l'argent, le dernier tabou des couples. Il y a plusieurs couples qui sont interviewés sur leur rapport à l'argent et leur manière de gérer, et j'ai trouvé ça super intéressant.
il y avait un couple dans lequel je me retrouvais bien, ou qui avait vraiment la même manière de gérer, voilà, le côté on a un compte commun, on partage tous les trucs du quotidien, mais après on a chacun nos sous, on calcule un petit peu, mais histoire que ce soit équilibré, mais on est quand même vraiment bien dans la séparation, on va dire, des biens. Après justement, il y avait plein d'autres cas de figure, il y a des gens qui avaient des tableaux de psychopathes pour que en fait, en fonction du revenu de chacun, il y ait un tel pourcentage qui soit payé dans la maison, enfin moi, que ce soit moi ou mon mec qui gagne plus, voilà, on partage en fait en deux nos trucs, donc et je trouve ça assez intéressant, révélateur, et enfin c'est des sujets dont on parle pas forcément, enfin quand tu rencontres des gens, moi je leur demande pas forcément s'ils ont un compte commun ou pas, et clairement c'est des questions sur lesquelles je ne m'étais pas questionnée spécifiquement, et en écoutant le truc j'étais là, ah ouais ils font comme ça. Il y a le jour où l'argent est enfin devenu une question de femme, j'ai interviewé une femme qui a vécu justement le moment où on n'avait pas le droit d'avoir de carnet de chèques sur nous, où c'était d'abord le père puis ensuite le mari qui gérait l'argent et les salaires touchés par les femmes, et voilà, c'est tellement récent et c'est des choses qu'on a tendance à clairement oublier et qu'on prend pour acquis aujourd'hui, et c'est assez effrayant. Et le podcast était vraiment passionnant aussi puisqu'il était rempli d'archives, il y avait notamment des extraits de Lina où t'entendais les hommes qui disaient bah, qu'est-ce que vous en pensez, que la femme puisse avoir son compte en banque, et les mecs ils étaient un peu en mode bon bah ouais on en prend un peu un coup au niveau du patriarcat quoi, c'est clairement ça qu'ils disaient, et c'est extrêmement intéressant de voir le chemin parcouru. Parmi les autres sujets il y avait oublier le meilleur, côté argent un couple doit toujours se préparer au pire, pourquoi il faut mettre en place un impôt féministe, ça je l'ai écouté aussi, je l'ai adoré, et là j'ai pas écouté les autres, quand l'argent détruit le couple, ne parlez plus jamais de pension alimentaire, mesdames votre famille vous arnaque, même les chéquiers sont genrés. Ouais, il y a quelques épisodes déjà qui sont présents, c'est un podcast de slate.fr et vraiment je vous conseille à 1000% de l'écouter parce que les épisodes sont assez courts, c'est vraiment sous forme de témoignages et d'interviews, et même si le sujet comme ça paraît pas fou, et bah c'était super intéressant. Côté documentaire, on va parler musique parce que j'ai regardé le documentaire sur Billie Eilish que j'ai aimé. Adoré, c'était trop bien. Ah merde. Ouais, je vous en avais parlé assez rapidement dans un vlog, mais je tenais à le remettre quand même dans le bilan pop cul parce que, alors moi je suis, bon vous savez, j'ai mon petit côté groupie, j'adore la musique, tout ça, et je suis extrêmement fan des carrières et des ascensions complètement exceptionnelles, et regardez cette ascension de Billie Eilish de ses 14 ans jusqu'à ses 19 ans, c'est, enfin l'ascension est fulgurante, et en fait c'est clairement un vlog, mais un vlog de meuf qui a une vie extraordinaire, donc du coup c'est assez fascinant. C'est fascinant de les voir composer un album entier dans leur chambre, tous les deux, elle et son frère, de voir leur ténacité et de voir le rythme de vie qui se tape après avec les tournées, les machins et tout, et c'est hyper émouvant. Alors après c'est vrai que c'est un peu à l'américaine parce que on est chez eux, on voit tout, on la voit chialer, on la voit dans son lit. Il y a même un peu ces histoires de cœur, de couple, et ça je pensais pas qu'elle, vu qu'elle se protège quand même, bon elle se montre beaucoup et elle se protège beaucoup, enfin c'est ricain quoi. Il n'y a pas trop de demi-mesure. Il y a des moments qui m'ont ému de ouf quoi, enfin j'avais des larmes aux yeux à pas mal de passages et j'ai tellement aimé que j'ai envie de le revoir, et ça m'a rarement fait ça, et ça me fait encore plus apprécier cette nana qui a l'air vraiment cool, et elle a l'air tellement entourée. J'espère que cette meuf là va pas sombrer dans un truc horrible par la suite parce que vraiment c'est tellement fulgurant et tellement énorme ce qui lui arrive, enfin, tout le monde l'encense, tout le monde la trouve géniale, tout le monde la veut, enfin c'est ouais, flippant et fascinant, donc clairement je vous le conseille. Alors c'est sur Apple TV, mais moi en fait j'ai souscrit à l'offre d'essai et du coup tu peux le regarder, puis après tu peux regarder d'autres trucs pendant un mois et après tu coupes si tu veux pas payer. Je vais quand même mettre un deuxième docu de musique parce qu'après comme je l'ai vu il y a 2 jours et après ça va être je vais avoir oublié, mais il y a le groupe Last Train, le groupe de rock français lyonnais, qui a sorti un documentaire sur YouTube via jack.fr, le truc de musique de Canal+, et qui était vraiment super cool. Alors bon, c'est pas l'ascension de Billie Eilish, hein, je suis désolée les gars, mais bon en même temps c'est tellement exceptionnel qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais c'est super intéressant à voir aussi dans la même veine. Il y a des images de gamins en train de faire des concerts dans le hall du lycée, c'est des bébés, puis après tu les vois en studio s'enfermer en mode bande de jeunes qui dormaient dans le studio pendant des semaines et tout, et je savais pas qu'ils avaient autant en fait, enfin j'avais déjà lu mais j'avais oublié qu'ils avaient autant construit leur carrière sur le live en fait. C'est le chanteur qui visiblement a l'air d'être un acharné de travail, qui voilà, enfin comme beaucoup de personnes très douées ont un œil partout sur évidemment la compo, mais aussi le booking, l'image, la com du groupe, etc. Et ouais, visiblement ils ont clairement construit leur notoriété sur les lives et ils ont tourné énormément, et je trouve qu'on en parle pas assez quand même. Enfin moi je vois pas, ce groupe est absolument génial. On n'a pas de groupe qui sonne comme ça en France. Enfin moi au début je les ai un petit peu boudés parce que je trouvais que c'était
très emprunté à Oasis et je suis très fan d'Oasis et j'étais là, ouais non, ça n'apporte rien, c'est pareil qu'Oasis. Mais j'ai revu mon jugement de vieille conne, mais c'est extrêmement ambitieux et très fort, très puissant. Ils sont bons en live, ils sont français, c'est du rock. On attend que le rock revienne en France. Et voilà, il est hors de question que je snob les bons groupes français parce que il y a des inspirations. Heureusement qu'il y a des inspirations. Oasis sont blindés d'inspiration, ils ont tout pompé aux Beatles. Donc il y a un moment, voilà, faut arrêter de se jouer à la vieille conne. Mais si vous avez envie de voir le documentaire, il est réalisé par Julien, je ne sais plus son nom de famille, le guitariste du groupe, donc trop cool. Et ils sont vraiment, c'est un truc homemade, c'est vraiment cool. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Autre sujet, on va parler séries et je voulais vous parler de 2 séries. Non, ouais, 2 séries. Allez, un petit tour rapide sur WandaVision. Je vais pas en faire des caisses parce que j'ai fait un post Instagram. Je vais faire ma grosse flemmarde, tu vois. Et je vais te lire parce que je m'étais fait chier à faire le texte. J'avais galéré à trouver ce que je voulais dire pour mon texte de mon post Instagram. Donc je vais vous lire ma critique de WandaVision. Chronologiquement, la série s'inscrit dans la continuité des films du Marvel Cinematic Universe. Ce serait vous mentir de dire que j'ai tout vu, mais quasi, et tout retenu des films du MCU, le Marvel Cinematic Universe, mais j'ai trouvé la proposition de cette série ultra créative et finalement plutôt osée. Chaque épisode de la série est traité différemment en reprenant tous les codes des sitcoms de ces 5 dernières années. Bel hommage aux séries télé, rafraîchissant et foncièrement divertissant. J'avais envie de caler foncièrement. Vraiment, j'ai trouvé l'axe de la série ultra créatif, quoi. À chaque épisode, enfin c'est gonflé. C'est quand même un truc voilà, qui passe sur Disney+, c'est hyper formaté, millimétré. Et ils te sortent un premier épisode en noir et blanc, en mode ma sorcière bien aimée. Moi, il y a pas mal de gens qui ont commenté et qui ont dit ouais, j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas accroché, mais tu m'étonnes. Enfin, j'ai trouvé que c'était audacieux quand même, pour des ricains. Je reconnais toutefois avoir préféré la forme plutôt que le fond. Ouais, faut pas exagérer, c'est pas non plus, c'est pas fantastique, mais vraiment tellement créatif que captivant. Au milieu de la franchise plutôt lisse et convenue, américaine quoi, j'ai adoré cette proposition audacieuse. Et vraiment, ouais, WandaVision, c'était super intéressant, super créatif. Et pour vous en parler, j'ai travaillé sur un post où je me suis incrustée en fait en mode ici années 60, ici années 70 et ici années 50 parce que leur campagne de pub était comme ça. Alors c'était pas en vidéo, moi j'ai fait en vidéo, mais c'était à chaque fois les personnages planqués derrière des télévisions avec les séries des différentes décennies. Et deuxième série que j'ai adorée, beaucoup moins créative dans le sens où on est vraiment dans le concret là, c'est pas le Marvel Cinematic Universe, on est dans la série française documentaire brute et froide. Il s'agit de Hippocrate que j'ai adoré, j'avais tellement aimé la première saison, la deuxième m'a passionnée littéralement. Tout est génial vraiment dans la série, c'est captivant, c'est intense, t'es en apnée pendant chaque épisode, c'est juste, c'est réaliste, c'est bien joué, c'est bien écrit, les répliques, les punchlines, moi j'ai ri aux éclats 1 ou 2 fois par épisode, ce qui m'arrive assez rarement quand même. Sincèrement, ils ont des répliques mais tellement cinglantes et pertinentes, elle est super bien écrite, je sais pas qui est le script dans la série. Alors dans la première saison, c'était moins intense parce qu'ils étaient pas dans un service d'urgence, donc il y avait aussi une part de leur intimité, de quand ils rentrent chez eux. Mais alors là, sur cette saison-là, dès le premier épisode, il y a une inondation dans l'aile du bâtiment dans lequel ils travaillent et ils se retrouvent aux urgences. Et les personnages qu'on suivait se retrouvent tous aux urgences. Donc on se retrouve dans cette apnée permanente qu'est la section des urgences à l'hôpital. Et c'est vraiment bien représenté parce que justement, il n'y a pas une seconde où ils rentrent chez eux, il n'y a pas une seconde où ils ont une vie sociale. Et on est vraiment dans cette bulle de stress pendant toute la saison. Et encore une fois, j'ai pas vu les épisodes passés, j'étais hyper triste quand ça s'est fini. Les personnages sont super attachants et j'ai adoré. Notamment le personnage qui gère l'équipe là, je vais quand même vous retrouver le nom parce que ce serait triste. Alors moi j'adore Karim Leclou qui est absolument génial, ça je me souvenais de son nom. Alice Belaïdi qui est super. Louise Bourgoin, c'est vrai que j'ai moins aimé son personnage de... Bon, il est hyper triste donc forcément c'est particulier à jouer. Mais j'ai moins aimé son jeu que dans la première saison. Et le gars que j'adore, ah voilà, c'est Bouli Lanners qui est un acteur belge il me semble. Et putain il était tellement réaliste que mon mec il m'a dit mais attends il travaille pas, genre c'est pas un vrai médecin lui. Non, c'est juste un excellent acteur. Donc vraiment génial, je vous conseille la série à fond, donc elle est disponible sur Canal+. Un compte Instagram que je voulais vous partager, alors là c'est très pop culture, pop vintage là. C'est un compte qui s'appelle Euro Disney Vintage et j'ai trouvé ce compte absolument génial. Il recense
Toutes les photos prises avec un jetable ou avec ton vieux 35 mm des années 90 qui ont été faites dans le parc Disneyland, bon Paris ou Amérique, hein, je sais plus, je crois qu'il y a les deux. En fait c'est trop drôle, t'as l'impression de regarder ton album photo et j'ai trouvé que ce compte était hyper mignon et rempli de nostalgie. Et je suis sûre que pour ceux qui sont de ma génération et qui ont eu la chance d'y aller petit, ça vous rappellera des moments mignons, sympas et légers et innocents. Bizarrement je ne vous en ai pas encore parlé, je voulais vous parler d'un artiste. Mais sur Instagram je vous en parle tout le temps donc je suis désolée. Si, je vous en ai parlé dans des vlogs aussi, mais je voulais vous parler de Yungblud parce que j'en ai pas parlé dans un bilan pop cul. C'est pas possible, il faut que j'en parle. Donc Yungblud est un artiste anglais qui est vraiment sans étiquette. Mais j'ai déjà dit cette phrase, mais je crois qu'hier j'ai monté un vlog où je dis ça. Oui, bah oui, parce que je fais de la musique, bon c'est pas grave, ça sortira pas en même temps, on s'en fout. En fait, ce que j'aime chez Yungblud, c'est que je crois que ça y est, c'est, je vous en parlais tout à l'heure pour Last Train ou Oasis, on arrive vraiment à la génération d'enfants d'Oasis. Le mec il a 23 ans, il est anglais, je crois que son père a un magasin de guitare, et il a été biberonné à Oasis, Arctic Monkeys, et après voilà Nirvana, Placebo, ou David Bowie pour des plus anciens et tout, mais il a été biberonné vraiment à toutes ces influences 2000 en fait, que moi j'écoutais adolescente et que lui écoutait du coup beaucoup plus jeune. Et ça y est, on a enfin tous ces ingrédients qui ont été mis dans le blender et t'appuies sur le bouton et ça fait Yungblud. Et vraiment c'est un kiff ultime parce que, comme disait Nicolas Sirkis au sujet de Yungblud justement, c'est que c'est la même recette. Toujours pour choquer entre guillemets, c'est arriver avec des barésies, des trucs un peu SM, se maquiller et avoir un discours de tolérance, etc. C'est le même discours que tenait, je sais pas, Robert Smith des Cure, Nicolas Sirkis d'Indochine ou David Bowie, ou Brian Molko de Placebo. Il y a des images de Yungblud où c'est vraiment Brian Molko, c'est l'inspiration à balle. Donc vraiment il se revendique de toutes ces inspirations là. J'ai écouté une émission de radio où il était en gros le DJ et il mettait tous les morceaux et en fait c'était ma playlist. Et j'étais là mais forcément que j'aime le gars parce que là il a digérer tous les trucs que j'écoute depuis 15 ans. Donc voilà, après il y a des trucs que j'aime un peu moins parce qu'il se revendique aussi de la pop à la Lady Gaga et moi c'est pas mon truc, je dis pas que c'est nul mais c'est pas du tout des trucs qui me touchent. Donc ça j'aime moins quand il fait ces trucs vraiment très pop, j'aime pas du tout. Mais clairement il a pas d'étiquette sur son album, il y a des morceaux punk, il y a des morceaux glam, il y a des morceaux hyper pop, hyper légers, ça fait un peu de Justin Bieber quoi. Et évidemment j'aime un petit peu moins ces morceaux, mais à chaque fois il a une voix tellement ouf, il a un accent tellement ouf et une personnalité extrêmement attachante parce qu'il est très énergique. Je crois qu'il a été diagnostiqué hyperactif de base, mais vraiment c'est un shot de bonne humeur. Il hurle tout le temps par contre, hein, c'est faut être prêt quoi à accueillir autant d'énergie. Mais vraiment si vous allez pas bien, regardez des interviews de Yungblud, hein, le mec il a le smile jusque là. Quand j'ai fait découvrir ce type à Colline, elle était là genre mais il est trop chou. Ah non mais je veux du Yungblud dans ma vie, et elle s'est abonnée à lui, je lui envoie des vidéos et tout machin. Mais vraiment voilà, au-delà du personnage, j'aime énormément ses morceaux et je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller de le voir très très vite, je l'espère à l'Olympia parce qu'il y a une date normalement vers la fin de l'année, mais bon j'ai un peu d'espoir. Et sinon il y a une date aussi en Angleterre et il y a l'une d'entre vous qui va peut-être me vendre les places, mais bon c'est le 14 août donc j'ai vraiment peu d'espoir. Mais je prie le dieu de la Britpop parce que là j'en peux plus, ça commence à vraiment, je vois des lives de Yungblud, j'ai envie de chialer. Donc voilà, on a hâte. Et côté cinéma, attendez, je fais... Il va y avoir un gros faux raccord parce que j'avais oublié de vous parler cinéma, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai vu le film The Host de Bong Joon-ho, j'ai vraiment adoré, il m'a fallu tellement de temps avant de me... je sais pas, d'accepter le cinéma coréen, enfin c'est vraiment, c'est vrai que c'est difficile, culturellement c'est quand même assez loin de nous. Et moi c'est pas forcément une culture qui m'attirait de ouf, hein, esthétiquement et sur les sujets abordés etc. Donc j'ai mis du temps avant de m'ouvrir à ça, hein, c'est très bête et je le regrette. Mais voilà, maintenant c'est bon, c'est le moment, j'y suis, j'ai vu quasiment tous les films de Bong Joon-ho depuis Parasite, enfin... J'avais vu Okja d'abord, ensuite j'ai vu Parasite. Ah non, j'avais vu Snowpiercer, vraiment, voilà, qui est quand même assez américain aussi dans le traité, que j'avais adoré, vraiment c'était une de mes dernières claques cinématographiques. Ensuite j'avais vu Okja que j'avais un peu moins aimé, mais qui était très poétique et qui abordait des sujets, notamment sur la protection animale en fait, qui était vraiment pertinent. Et j'avais vu Parasite qui était extraordinaire. Et là ça y est, je rattrape un peu au fur et à mesure, j'ai vu Mother, j'ai vu Memories of Murder, et j'ai donc vu The Host il y a quelques mois, que j'ai beaucoup aimé. Je vous lis le pitch. À Séoul, au bord du fleuve Han, les parcs tiennent un petit snack qui permet à Ibung, le patriarche, de subvenir aux besoins de sa famille. Kwang-doo, son fils aîné lymphatique, Nam-ju, sa fille championne malheureuse de tir à l'arc, Nam-il, son fils cadet au chômage, et Young-seo, l'adorable fille de Kang-doo. Leur quiétude est brusquement balayée le jour où un monstre aquatique, oui messieurs dames, fruit de la pollution des eaux par l'armée américaine, surgit de la rivière et détruit tout sur son passage.
Et là t'as l'impression d'être dans un truc extrêmement concret parce que t'es là à suivre la famille qui galère un petit peu, etc. Et puis d'un coup t'as une espèce de monstre, espèce de mi-dragon, mi-monstre du Loch Ness qui sort comme ça d'une espèce de fleuve pollué de la ville et qui ravage tout sur son passage. Ce qui est absolument génial, comme dans tous les films de Bong Joon-ho, avec cette espèce de prétexte fantasque, voilà, SF complètement faux, irréaliste, c'est qu'il arrive à mettre des touches de drame familial, de science-fiction, de critique de la société, de satire sociale, et même si l'histoire est complètement aberrante, enfin démente et irréaliste, et ben on se laisse quand même vachement prendre au jeu, et on est sur un truc mais hyper concret. Pendant tout le film, le père est à la recherche de ses enfants, il y a toute la misère sociale qui en découle, il y a énormément de suspense pendant tout le film, et puis il y a toute la critique écologique finalement à travers la représentation de ce monstre. Enfin vraiment c'est cette espèce de fable fantaisiste, et dramatique et un peu merveilleuse quand même, parce que ce monstre il est assez incroyable, il fait peur et puis à la fois, bon je peux pas, il y a des trucs que je peux pas vous dire, ça va vous spoiler, mais vraiment à chaque fois grosse claque visuelle et grosse claque de métaphores en fait à chaque fois dans ces films, qui sont à la fois un petit peu évidents parfois, voilà, effectivement dans Parasite, voilà, les pauvres qui sont en bas, les riches qui sont en haut, voilà c'est très codifié. Mais c'est super intéressant du coup de regarder ces films là et de pouvoir se faire notre petite analyse. Donc vraiment encore une fois, je pense que quand on lit le pitch ça donne pas envie de ouf si on n'est pas sensible au cinéma un petit peu SF. Mais vraiment c'est pas de la SF en fait, c'est une fable sociale et familiale. Et ça questionne aussi sur les liens sociaux, les liens familiaux. Mon Dieu. Et il y a toujours aussi ces petites touches d'humour et ces pointes de culture. Alors moi c'est vrai que je connais très peu la culture sud-coréenne, ce qui fait que parfois je sais pas si certains comportements, certaines réactions dans les films sont des sortes de caricatures ou sont de l'ordre de l'humour, ou si ce sont vraiment des comportements culturel en fait, que je ne connais pas. Donc c'est pour ça que moi je suis toujours un petit peu le cul entre deux chaises avec ce cinéma là, parce que il faut vraiment que je me renseigne beaucoup plus. Mais en tout cas je trouve ça passionnant et j'aime beaucoup apprendre à découvrir cette culture à travers le cinéma pour le moment. Et je l'espère un jour peut-être en me rendant en Corée du Sud. Mais super intéressant et je vous conseille à 1000% de vous jeter dans la filmographie de Bong Joon-ho. Et côté art, 100% art, je vais terminer en vous parlant d'un truc qui était il y a super longtemps et qui est fini. Enfin voilà, je suis tellement à l'arrache sur ça, ça m'énerve. Mais bon, je vais finir là-dessus parce que peut-être que je vais perdre un peu des gens. J'ai été voir une expo qui est donc terminée, qui était à la galerie Emmanuel Perrotin et j'ai fait des super belles découvertes. Il y avait des artistes anglais dans l'Angleterre et des artistes français. Pareil, j'avais fait un petit post sur Instagram pour vous en parler juste avant que l'expo n'existe plus. Avec un peu de chance, quand je publierai cette vidéo, ce sera plus valable et les musées auront réouvert. Dieu merci, les cinémas aussi, mais bon Dieu, c'est quelle vie pour être en kiff quand un musée et un cinéma ouvrent. On n'en peut plus, on est à bout. Donc j'ai découvert les tableaux de l'anglais Alex Foxton. J'ai énormément aimé sa palette colorée. C'est à la fois des couleurs presque fluo et sombres à la fois. Vraiment, on a l'impression que ce sont des couleurs fluo dans la pénombre. Et je trouve ça incroyable d'avoir un tel œil pour retranscrire cette sensation-là juste avec des pigments et de la peinture. Et j'ai adoré ces espèces de corps un petit peu morcelés avec ces lumières, ces ombres, certains bijoux, des piercings comme ça sur un téton, des bagues et tout. J'ai adoré l'ambiance qui s'en dégageait. Alors j'ai aussi découvert l'artiste Elizabeth Glassner qui a une palette complètement dingue aussi, qui a un univers complètement psychédélique. Alors on dirait qu'elle a pris du LSD. On a l'impression que c'est une espèce de peau de marsouin comme ça. Non mais vraiment sa palette est vert fluo, à mi-chemin entre un espèce de trip acide et un espèce de fond marécageux bizarre. Alors c'est vraiment pas, moi excusez-moi je m'exprime comme ça, mais on n'est pas sur de la critique d'art level expert, hein. Mais vraiment c'est mon ressenti, il y a ce côté presque plastique mou, mi-alien, mi-humain. T'as l'impression que ce sont des formes très douces et lisses et artificielles, et vice versa. et jaune et pourpre, et parabolique, et vice versa. Il y a un univers super onirique entre le rêve et l'espèce de trip sous drogue que j'ai trouvé assez dérangeant et très intéressant. Il y avait également l'artiste Simon Martin qui était exposé, donc c'était pas mal de coupes au mot, qui avait une dimension très poétique aussi. Vraiment, moi en regardant ces tableaux, j'avais la sensation tu sais, d'un souvenir qui s'efface, de ta mémoire qui disparaît, ou comme si le papier avait été trempé dans l'eau et que les pigments commençaient à partir. Tu sais, quand tu commences à plus trop te souvenir des traits du visage mais que tu as une impression encore de ces personnes, et moi c'est vraiment ça que j'ai ressenti et je trouve ça super beau. Il y avait un côté presque sérigraphié aussi, une palette colorée très douce.
et j'ai trouvé ça super poétique. On a de beaux artistes en France et ça m'a fait vachement de bien de redécouvrir comme ça de l'art un petit peu moins populaire. L'art des galeries, il est connu dans les milieux évidemment artistiques, hyper pointus, machin, et tous ces gens-là doivent être super connus déjà. Moi je m'y connais pas vraiment dans le milieu de l'art, des galeries ou de l'achat comme ça des œuvres d'art, mais c'est hyper rafraîchissant de découvrir ces jeunes talents et ça donne une dimension à l'art beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuelle. C'est pas le côté musée où on va entasser les trucs d'un mec mort qui a eu son succès il y a 40 ans ou plus ou moins. Je trouve ça hyper intéressant de garder en tête que l'art est quelque chose de vivant et qu'on a toujours des artistes en vie qui font des choses et qu'il est important de soutenir et de mettre en avant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas trop. J'ai tendance à aller dans les musées mais pas trop dans les galeries, et je pense que ce confinement aura eu du bon de ce côté-là parce que je vais repasser des têtes un peu dans les galeries, notamment celle d'Emmanuel Perrotin qui est un peu la galerie incontournable à Paris pour ce qui est de l'art contemporain. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, même si vous ne pouvez pas acheter les tableaux, hein. Moi j'en ai acheté 2-3 évidemment avec ma YouTube Money, hein, voilà. C'est faux, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez ouvert un petit peu vos chakras à des musiques, à de l'art, à des podcasts sur notre vision de l'argent, des livres sur le féminisme. Je pense que ça vous fait une liste super cool de choses à découvrir. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des suggestions ou réagir aux trucs dont je vous ai parlé que vous aimez aussi. J'ai d'autres podcasts en tête, un autre bouquin que j'ai lu que j'ai adoré. J'ai déjà pas mal de trucs dont je dois vous parler pour le prochain bilan pop culture. J'ai même envie de le filmer là dans la foulée mais j'ai mal à la gorge. Ça fait trop longtemps que je parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir parce que la culture des fois sur YouTube c'est pas évident. Donc vraiment si c'est un format qui vous plaît, je veux du like. J'essaye de pas trop vous réclamer pour les autres vidéos mais pour celle-là ça m'importe de ouf. Je veux du like, je veux du commentaire, je veux du partage. C'est peut-être que vous avez moins honte de partager ce genre de contenu qu'une meuf qui fait sa routine beauté. Donc n'hésitez pas à partager pour me donner de la force. Merci énormément, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a